Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le président Alassane Ouattara à l'ouverture du 52e sommet de la CEDEAO, début des travaux à Abuja en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement comme première étape de cette session ordinaire de la CEDEAO, le huis clos. À l'Assemblée nationale, le budget 2018 a été adopté. Il s'élève à 6 756 milliards de francs CFA. Budget adopté par la Commission des affaires économiques et financières. Et ce fait divers, dans ce 20 h, un incendie s'est déclaré aux alentours de 15 h à Cocody, à l'Ocodrome. Bilan des dégâts, une habitation partie en fumée et 2 autres partiellement touchées. Et enfin, au Libéria, l'heure est aux derniers arrangements avant le second tour de la présidentielle. C'est dans ce climat que le parti au pouvoir a demandé jeudi soir à la Cour suprême de repousser la date du scrutin. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Tonkbini Dale Festival, c'est un festival qui vient de naître dans la région du Tonkbi. Et pour coller à cette actualité et pour voir aussi le riche patrimoine culturel et naturel de la région de Mans, le professeur Lou Mathieu Bamba est sur notre plateau pour la page culture. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Après le Gueva, le Fécadan, un autre festival vient de voir le jour dans la région du Tonkbi. Pourquoi, professeur? Je voudrais dire tout de suite merci au président de la République qui a bien voulu nous accompagner par le haut patronage et ensuite à toutes les autorités qui se sont impliquées dans la réussite de cet événement. Pourquoi un troisième festival? Le temps d'échanger avec vous tout à l'heure. Parce que justement nous voulons combler un vide. Nous voulons faire une manifestation holistique qui englobe toutes les dimensions de la culture d'art. Merci, professeur. Pendant 10 minutes, nous allons faire avec vous un bilan du Tonkbini Dale, mais avant, feuilletons quelques pages de l'actualité nationale et internationale. On commence tout de suite par l'ouverture du 52e sommet de la CEDEAO. Les travaux ont débuté ce samedi matin à Abuja en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation économique ouest-africaine. Parmi les personnalités, le président Alassane Ouattara. Comme première étape de cette session ordinaire de la CEDEAO, le huis clos. Les questions institutionnelles, la Guinée-Bissau, le Maroc ont dominé cette session. Et cette bonne nouvelle en provenance donc d'Abuja, le prochain président de la commission de la CEDEAO est le ministre ivoirien de l'Industrie, Jean-Claude Brou. C'est l'une des décisions de la 52e session ordinaire de la session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue ce samedi à Abuja, la capitale nigériane. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à ce sommet, a salué cette décision. Pour lui, c'est une autre marque de confiance faite à son pays et surtout à ses compatriotes. Nous l'écoutons depuis Abuja. Nous avons passé en revue vraiment tous les grands dossiers de la CEDEAO, les dossiers au niveau donc, des États où il y a des difficultés et nous avons trouvé des solutions, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit donc d'autres pays. Mais nous sommes satisfaits de la situation au Togo. Nous sommes satisfaits des décisions qui ont été prises. Nous avons revu la situation économique qui s'améliore également grâce à l'évolution positive du Nigeria. Nous avons passé en revue les questions de sécurité. Nous félicitons le Nigeria pour les progrès faits dans la lutte contre Boko Haram. Et nous avons aussi pris des décisions institutionnelles. Et la plus importante, c'était donc la désignation du président de la Commission. Et j'ai le grand bonheur d'ajouter à nos concitoyens que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'avoir le poste de président de la Commission. Et nous avons d'ailleurs proposé donc notre frère Jean-Claude Brou, le ministre de l'Industrie et des Mines, qui sera le prochain président de la Commission à compter du 1er mars 2018. Voilà, c'était là le point du 52e sommet de la CEDEAO à Abuja avec le chef de l'État.
Nous l'avons annoncé hier, le projet de budget 2018 de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards de francs CFA. Budget adopté par la Commission des affaires économiques et financières, nous dit Lassina Bakayoko. Des questions, des éclats de voix, des applaudissements. L'exercice parlementaire de ce vendredi aura été particulièrement passionnant, mais les députés ont finalement adopté en commission et à l'unanimité le projet de budget pour l'année 2018. Un budget estimé à 6 756 milliards de francs CFA, en hausse de 4,8% par rapport au budget révisé de 2017. C'est un exercice normal dans une démocratie qui s'étend et qui s'enracine. C'est tout à fait normal que le Parlement, en tant que représentation nationale, veille regarder de près les documents qui lui sont soumis. Je pense que c'est ce qui a été fait et c'est le bel échange que nous avons eu aujourd'hui pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. L'on observe que le budget 2018 comprend de nouvelles impositions, entre autres la taxe sur les transferts d'argent pour un taux de 0,5% lors des envois, une taxe de 5% dans le secteur bois et une taxe sur le cajou. Ces questions ont fait l'objet de vifs débats. Je prends un exemple. Sur 100 000, habituellement nous payons 2 000. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez 100 000, on ajoute en plus 500 francs. Et en lieu et place de taxer celui qui envoie l'argent, nous souhaitons que ce soit l'opérateur qui paye sur ce qu'il perçoit déjà. Les députés se sont spécialement montrés préoccupés par l'enveloppe budgétaire allouée à l'Assemblée nationale. Une enveloppe qu'ils voudraient voir prendre davantage de volume. Concernant le passage de 23 à 35 milliards, il est tout à fait normal que lorsque nous avons fait l'analyse du budget, nous étions à un certain montant. Le gouvernement est toujours compréhensible. À la maison du peuple, l'Assemblée, c'est la maison du peuple. Au regard des crispations provoquées par ce sujet, qui a d'ailleurs constitué le motif de la suspension des séances mardi dernier, le commissaire du gouvernement s'en est remis à l'arbitrage des plus hautes autorités. Des voix plus autorisées que moi pourront, à temps opportun, apporter les bonnes réponses sur l'ensemble de ces questions-là. Un bel exercice démocratique qui a donné toute sa noblesse à l'activité parlementaire, selon les députés. Je suis particulièrement heureux de participer à la construction de ce pays. Vous savez bien, le budget est l'élément le plus important du dispositif parlementaire. Donc, c'est à travers l'analyse du budget que le député sent pleinement son rôle dans l'hémicycle. Dans le texte législatif, les prévisions de recettes fiscales sont fixées à 3 406 milliards de francs CFA. Elles reposent sur des réformes en matière fiscale et douanière. Précision, le gouvernement prévoit une rationalisation progressive des exonérations. Stimuler les investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables. Ce sujet était au cœur d'une rencontre entre les autorités ivoiriennes, les bailleurs de fonds et les porteurs de projets. Objectif, présenter les opportunités et échanger sur les conditions pratiques à réunir en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Lassina Bakayoko. Depuis 2011, la demande de pointe en électricité a augmenté de 6,9% par an et atteint aujourd'hui près de 1300 MW. Traduction, il existe pour le secteur privé d'immenses opportunités d'investissement dans le secteur électrique, notamment dans les énergies renouvelables. Argument supplémentaire, la Côte d'Ivoire dispose déjà d'un cadre de travail clair et assaini. Dans le plan directeur qui a été fait, il y a des sites qui ont été mis en priorité pour leur développement. C'est bien de faire des plans, mais il faut après donc aboutir donc à des programmes précis. À l'horizon 2030, ce plan directeur prévoit 936 MW additionnels par 9 centrales hydroélectriques et 320 MW à partir de la biomasse. Il est important que le secteur privé gagne de l'argent. Mais on a tous étudié aussi dans cette salle et on sait que le retour sur investissement est également lié au risque qui est pris. Dans un contexte plutôt favorable avec des risques minimisés, le secteur privé se dit capable de générer des business plans innovants aptes à répondre aux défis. Il y a un changement de mentalité, il y a des Ivoiriens nouveaux, il y a de
réel besoin. Donc je crois dans la filière verte et la filière énergie renouvelable. Je me bats pour ça depuis 10 ans, donc, et je crois que c'est le moment. Sur les 15 prochaines années, le gouvernement ivoirien veut produire 42% de son énergie à partir des renouvelables, dont le solaire. Sur ce segment, le potentiel d'investissement avoisine les 1500 milliards de francs CFA. Le troisième titre de ce journal est un fait divers. Un incendie s'est déclaré aux alentours de 15 h à Cocody, dans les environs de l'Alocodrome. Le drame a pu être évité avec l'intervention des secours une trentaine de minutes après le déclenchement des flammes. Mais comme bilan, une habitation est partie en fumée et 2 autres partiellement touchées. Franck Wadio revient sur les faits. Mobilier calciné, murs noircis, documents brûlés, bref, tout est parti en fumée après le déclenchement de l'incendie cet après-midi vers 15 h 30 à Cocody, non loin de l'Alocodrome. Une habitation touchée et 2 autres dans le voisinage partiellement atteintes. Sauf que j'étais endormi très profondément. Et c'est par rapport aux cris des enfants et de madame que je me suis réveillé. Mais là, le feu avait déjà pris la moitié de la chambre des enfants. Et c'est dans cette panique que tout le monde est sorti. Dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine et aucun blessé. En grande partie dû à l'action de solidarité du voisinage venue en soutien aux forces des secours, les sapeurs-pompiers militaires et les éléments du 8e arrondissement de police de Cocody. Les raisons du sinistre, pas encore déterminées au moment où nous quittions les lieux, vers 17 h. Protection civile, l'Union européenne investit plus de 6 milliards dans la formation d'environ 1500 pompiers civils. La formation se fait en collaboration avec l'Office national de la protection civile, nous dit Astou Touré. D'avril 2017 à ce jour, ce sont 600 pompiers civils qui ont été formés pour appuyer les sapeurs-pompiers militaires dans la protection civile en Côte d'Ivoire. Ils sont formés par des experts français en collaboration avec l'Office national de la protection civile. Cette formation, entièrement financée par l'Union européenne à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA, se situe dans le cadre de la mise en œuvre du décret portant création de l'emploi de pompiers civils annoncé par le président de la République en juin 2014. Ce projet est un projet de 3 ans qui a commencé il y a exactement 1 an, qui a été lancé par le ministre d'Etco, Ahmed Bakayoko. Ce projet rentre dans un cadre d'appui de l'Union européenne à la sécurité en Côte d'Ivoire. Ce sont des investissements très importants de plus de 45 millions d'euros depuis 2012 qui sont attachés aux forces de sécurité, aux commissariats, aux préfectures de police. Cette série de formations permettra aux pompiers d'être plus proches de la population. Pendant longtemps, nous avons quitté, en tant que sapeurs-pompiers militaires, nous sommes souvent partis d'Abidjan pour éteindre des feux à Mans. Aujourd'hui, il y a une caserne à Mans, il y a une caserne à Odjéné. Il y a au total 30 casernes qui sont sur l'étendue du territoire dans les chefs-lieux de région. Durant 3 semaines, ils ont été formés dans plusieurs disciplines. 90 d'entre eux viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. C'est une formation continue. On a fait une formation de base à Boaké. On a appris à avoir une base au niveau de l'incendie, à faire des sauvetages. Ce projet prendra fin en octobre 2019 et à terme, 1496 pompiers civils seront formés. Le fonds prévoit également la construction de 10 casernes entièrement équipées dans 10 villes. Et cette rencontre pour la planification du schéma directeur d'Abidjan, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a entrepris depuis janvier 2016 une série d'initiatives pour aboutir à l'établissement d'un schéma directeur d'Abidjan, nous dit Franck Wadio. Désordre urbain, ouvrage d'assainissement et de drainage des eaux usées obstruées. Le décor est des plus ordinaires à Abidjan. Le ministère de la Construction veut améliorer le plan directeur originel du district actualisé en 1981. Depuis de nombreuses années, le schéma n'avait pas été mis à jour. Donc, le processus a commencé en 2015. Ça a duré 3 ans. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons à une étape d'approbation du schéma. Donc nous aurons un outil qui nous permettra de pouvoir mieux identifier les investissements à faire, mais aussi de pouvoir voir dans quelle mesure on peut les réaliser. Depuis janvier 2016, donc, une base de données a été élaborée. Après plusieurs étapes, cette rencontre a pour objet la présentation
et la validation de celle-ci. Alors, le périmètre d'étude, c'est les 13 communes du district d'Abidjan. Il y a effectivement des priorités techniques, environnementales qui ont été définies et qui ont été validées par le comité de pilotage pour équiper certaines communes en fonction du diagnostic. Donc, il y a des communes qui ont des problèmes d'inondation qui sont plus critiques que des problèmes d'eau usée. Il y a des milieux récepteurs qui sont critiques, donc il faut traiter en priorité. Il y a des zones fortement urbanisées avec des problèmes d'hygiène qu'il faut traiter en priorité. L'ultime étape, la validation par le gouvernement. L'enjeu à terme est de procéder à une politique de lotissement intégrant dimension humaine et préservation de l'environnement. Bientôt, la qualité de l'air à Abidjan sera plus assainie. Abidjan Ville Durable est un projet qui a pour objectif l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air en Côte d'Ivoire. Le projet vient d'être lancé par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et le Fonds pour l'environnement mondial. Fidèle Aigné et Grace Kando. 700 000 véhicules constituent le parc automobile ivoirien et 80% de ces véhicules circulent à Abidjan. Un parc auto qui a doublé en 10 ans et 95% de ces véhicules ont un âge moyen de 16 ans. La ville concentre par ailleurs la quasi-totalité des industries du pays. Les gaz émis par l'industrialisation et le transport urbain ont un impact négatif sur la qualité de l'air. Afin de trouver des solutions idoines à la pollution de l'air, Abidjan bénéficie du projet Ville Durable, un projet qui consiste à poser des capteurs dans les industries pour limiter la pollution de l'air. Nous allons développer un réseau de stations mobiles et fixes pour faire une évaluation initiale de la qualité de l'air à Abidjan et prendre des mesures d'atténuation. Pour le ministère de la Salubrité, la mise en œuvre de ce projet va améliorer la condition de vie des Abidjanais. Les bénéfices d'une politique environnementale ambitieuse doivent être mesurables. Notre pays s'est engagé dans un processus d'amélioration des conditions de vie des populations en prenant en compte toutes les préoccupations liées à la préservation de l'environnement. Le programme Ville Durable du Fonds pour l'environnement mondial va investir 1,5 milliard de dollars américains, soit 750 milliards de francs CFA, pour améliorer la qualité de l'air dans 23 villes situées dans 11 pays en développement, dont la Côte d'Ivoire. Et 5 ans pour les véhicules personnels et taxis, 7 ans pour les minicars et camionnettes, 10 ans pour les cars et camions. 75% donc du parc automobile est selon la Fédération ivoirienne des consommateurs vieillissants. La décision de l'État de limiter l'âge de véhicules d'importation est saluée par cette fédération. Reportage Franck Quadio. La décision est tombée au Conseil des ministres du 6 décembre. La limitation d'âge imposée aux véhicules importés est entre autres de 5 ans pour les véhicules de tourisme, c'est-à-dire les personnels, de 7 ans pour les véhicules minicars de 9 à 34 places et de 10 ans pour les cars de plus de 34 places et les camions. Une décision que soutient la Fédération des consommateurs, Le Réveil. Des véhicules de notre parc automobile ont 16 ans, voire plus. Cette décision permettra donc progressivement de retirer du lot tous ces véhicules utilisés pour le transport en commun sans document officiel. Le transport, mais aussi les véhicules personnels, source de pollution et d'insécurité routière. Pour une meilleure application du décret, la Fédération préconise mettre en place un comité de suivi. L'intérêt général avant ceux plus individuels. Pour cet importateur, la décision est salutaire. La plupart de ces véhicules, lorsque ça vient, après 2 ans, on les retrouve à la casse. Donc cette décision, elle est bienvenue. D'accord pour le renouvellement du parc automobile ivoirien. Mais à quel coût pour les acheteurs? Ce chauffeur professionnel est inquiet. Du moment qu'il y a déjà plein de véhicules qui sont là, qu'est-ce que l'État propose pour ces véhicules qui sont déjà sur la circulation? Ça, c'est ma première préoccupation. Et de 2, j'aurais voulu vraiment que l'État fasse un effort pour que les gens qui se débrouillent sur ces véhicules, qu'on puisse trouver solution pour eux. Le décret entre en vigueur en 2018. Les fédérations de consommateurs, pour leur part, invitent les importateurs et autres acteurs à faire des propositions pour la prise en compte de leurs préoccupations.
Autre décision, le gouvernement envisage de lancer les prochains mois une carte nationale du commerçant, une solution aux problématiques qui freinent le développement du secteur du commerce. Des réflexions sur le sujet à Yamoussoukro avec Francis Boifo. L'État va faire une carte pour les commerçants, que la carte soit vite faite, puisqu'on a besoin d'aide pour avoir nos commerces, pour avoir que ça avance beaucoup. Ça nous fera du plaisir d'avoir cette carte-là et puis d'avoir accès aussi à rentrer aussi dans les coins on cherche à rentrer. Qu'on ne peut pas partir là-bas sans la carte professionnelle. À la recherche de solutions concertées pour le développement du commerce en Côte d'Ivoire, le gouvernement envisage de mettre en place et bientôt une carte de commerçant. Le projet que pilote le ministère du Commerce était à l'ordre du jour de cette rencontre de Yamoussoukro. L'occasion pour les parties prenantes de se l'approprier et d'approuver le mode opérationnel du projet d'identification et de délivrance de la carte de commerçant. C'est un porte-monnaie électronique, c'est un document qui peut permettre d'accéder à des fonds. La carte va offrir beaucoup d'avantages liés à la libre circulation des commerçants, de leurs marchandises, à l'obtention des visas au niveau des ambassades. On pourra décanter un certain nombre de solutions pour les commerçants et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les principales observations qu'on a pu relever des opérateurs, c'est qu'ils souhaitent en tout cas être vraiment très associés comme ils l'ont été au début. Ils souhaitent être associés jusqu'à la fin du processus, ce qui est prévu par le gouvernement. La rencontre s'est achevée sur une bonne note. Ces résultats ont été adoptés par l'ensemble des participants. Le projet carte de commerçant devrait rentrer dans sa phase active début 2018. En politique, on s'intéresse au programme pour les jeunes politiciens en Afrique. C'est une plateforme de rencontre. L'objectif de ce rendez-vous est de préparer les jeunes à assumer un rôle de leader au service de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ahmed Traoré et Herman Guivé. Accroître la participation et l'influence des jeunes en politique et dans la société, et ce en consolidant la démocratie et les droits humains. C'est tout le sens de la signature de la charte ivoirienne pour la responsabilité politique des jeunes à travers le programme dénommé PIPA, Programme for Youth Politicians in Africa. Nous avons eu la chance de participer au programme PIPA et à la suite de ce programme, nous avons pris l'initiative de conduire un mini-projet. Aujourd'hui, ce mini-projet connaît son apothéose avec la signature de la charte. Une initiative jugée opportune par les membres des partis politiques ivoiriens. Dans cette charte, il est inscrit que nous devons, au niveau des partis politiques, faire la promotion des jeunes à tous les niveaux, au niveau décisionnel, mais aussi au niveau électif. Donc nous sommes venus appuyer cette initiative qui, de notre point de vue, est importante. Une jeunesse sans formation, sans renforcement des capacités, est un danger pour son parti politique, pour son pays lui-même. Donc c'est pourquoi nous saluons cette formation. Le programme PIPA est imprégné par l'approche basée sur les droits humains. Le programme considère les jeunes participants à la fois comme des détenteurs de droits. L'approche genre étant un aspect essentiel, le programme PIPA applique la parité entre les hommes et les femmes. Autre actualité, la chaire UNESCO Femmes et pouvoir de décision a organisé une rencontre d'échange avec des professionnels, des experts et des institutions en vue de leur présenter sa vision et son programme d'action 2017-2018. C'est dans le cadre de sa mission de vulgarisation et de promotion du genre. Herman Niamien. Le catalogue de formations qualifiantes de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision pour cette année académique 2017-2018 officiellement présenté. Il comprend 4 types de formations, dont la formation en ingénierie de genre, les séminaires de formation en genre, les formations à la carte et les samedis de la chaire. La présentation de ce catalogue a enregistré la présence de plusieurs personnalités issues, entre autres des institutions de la République, des ministères techniques, du système des Nations Unies et des organisations de la société civile. Nous estimons que nous avons besoin de l'outil genre, qui est un outil d'analyse, de diagnostic et d'orientation des décisions pour pouvoir aller au développement durable et équitable, profitable à chaque habitant et habitante de la Côte d'Ivoire, comme le président le souhaite. Les participants qui sortiront de nos formations déjà deviendront des leaders
qui transforment leur société. Nos formations transforment. Ils deviendront des consultants, des experts, des formateurs en genre et développement. Ce nouveau catalogue résulte d'une réforme de son processus de formation qualifiante initié par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision dans le but de dispenser des formations pratiques, innovantes, capables de doter l'Afrique et le monde d'experts de haut niveau pour construire, planifier et mettre en œuvre des interventions publiques et privées cohérentes, équitables, inclusives et à fort impact individuel et collectif. La chaire UNESCO aux femmes et au pouvoir de décision a été octroyée à la Côte d'Ivoire en 2006 suite au succès des travaux de sa titulaire, la ministre Euphrasie Kwasi Yao, relatifs à la gestion des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés par les hommes et les femmes leaders rurales pour une pérennisation de l'eau potable. Avant de passer à la page culture, le sport, nombreux sont les acteurs du football ivoirien, anciens joueurs ou présidents de clubs qui dénoncent une mauvaise gestion. Face à cette situation, le président de la FIF, Sidi Diallo, a enfin décidé de s'expliquer. Un extrait de son entretien avec Cathy Touré et Samuel Metch. La Côte d'Ivoire ne sera pas à la Coupe du monde de football Russie 2018. Au lendemain de cet échec, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer la démission du président. Un mois après, Augustin Sidi Diallo se prononce. J'étais très peiné, comme tous les Ivoiriens. Peut-être dans ma fonction de président, je le suis encore plus, parce que j'ai la lourde charge de diriger la fédération. Et je demande pardon aux Ivoiriens pour cette élimination. Mais au-delà des résultats, il est reproché au président de la FIF une mauvaise gestion du football, notamment le choix du récent entraîneur attribué à son fils. C'est manquer de respect à mon comité exécutif et à moi-même. D'aucuns pensent que j'arrive dans le foot maintenant, dans le sport maintenant. Non, je suis né dans le sport, je suis né dans le foot, tout comme mes enfants. Mais ce n'est pas pour autant que certaines mauvaises langues vont dire que c'est mon fils qui a choisi l'entraîneur. C'est manquer tellement de respect à notre fédération. Autre point au menu des reproches, des relations difficiles avec ses collaborateurs, ainsi que les joueurs, anciens ou actuels. Ce n'est même pas des relations de président à joueur. Je n'ai jamais eu ça avec les joueurs. C'est des relations de père à fils avec mes joueurs. Et puis bon, il peut y avoir aussi qu'il y ait des mécontentements parce qu'il y a eu quelque chose de travers. Ça peut arriver. Mais moi, je leur demande de venir vers moi et puis qu'on en parle. Si j'ai tort, je vais dire, bon, vraiment, j'ai tort, excuse-moi mon fils. Allez, on s'embrasse et puis on s'en va. À 2 ans de la fin de son mandat, le patron de la Maison de Verre se veut rassembleur. Je ne suis pas un diviseur, je suis un rassembleur. Et tous ceux aujourd'hui qui rentrent dans la dissidence, qui viennent, peut-être qu'ils vont nous apporter des conseils qui peuvent nous aider et que c'est ceux que nous ne voyons pas. J'ai proposé à notre premier AG que M. Jacques Anouma soit notre président d'honneur. Il n'a pas le droit, en tant que membre de notre association, de ternir l'image de notre association. Il est notre président d'honneur, il reste notre président d'honneur. S'il a des conseils à nous donner pour avancer, nous sommes là. D'autres challenges se présentent aux éléphants, parmi lesquels le CHAN 2018 et la qualification pour la CAN 2019. À 20h28, on ouvre maintenant la page culture par la relance de la musique tradimoderne avec la réouverture de certains points chauds de Yopougon. Regardez. Des chaises vides, l'espace est un lieu de divertissement bien connu. Ici n'est joué que de la musique tradimoderne à cet espace, autrefois appelé le temple du live, situé dans la commune de Yopougon. Ce fief de l'artiste Luxon Pardo a connu son heure de gloire. Non loin de l'espace, le Mont Zatro, un autre lieu de réjouissance. Nous nous y rendons et trouvons porte close. Et pourtant, ici, de grands noms de la musique tradimoderne de l'ouest du pays se sont produits. L'un des plus connus, le regretté Gay Victor. D'autres anciens points chauds, le désert à Abobo, le Badabar, le Petit Palladium, le Yaoséi,
le bar Étoile, le Beaumanet et le bar Éclat à Yopougon. Ces lieux, aujourd'hui transformés soit en école, en magasin ou en lieu de culte, ces destinations dans le temps ont été le centre de la promotion de la musique traditionnelle. Cette musique qui a fait vibrer plus d'un à travers des orchestres tels le tout-puissant Audiorama, Aïwo Orchestra ou des artistes comme Naounou Poulin et Feugneur Redjimi, les précurseurs du polier, ce rythme musical niabois, centre-ouest de la Côte d'Ivoire transporté en pays BT. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Aujourd'hui, la musique tradie moderne est en perte de vitesse. Les bars dancing ont fermé. Ils ont fait place au maquis tradie moderne où le playback règne à maître. Pour faire revivre le live et redorer le blason de cette musique du pays profond, certains lieux mythiques retrouvent des couleurs. Le bar Éclat par exemple à Yopougon pour le grand bonheur des mélomanes. Je suis très ravi que vraiment il y ait cette initiative et que vraiment je souhaiterais que ça soit continuel. Voilà. Ça c'est mon souhait le plus absolu. Il ne faudrait pas que ça soit une voiture sans suite. Il s'agit de promouvoir la musique tradie moderne, la tradition qui nous permet de savoir d'où nous venons et le moderne pour voir où nous allons. De sorte qu'au moment où on ne comprend pas trop bien où on va, on sait au moins d'où on vient. Cette musique a séduit également les plus jeunes. Moi je suis là ce soir à cause de l'artiste Bipobi Junior. Parce que j'aime beaucoup ses chansons, donc raison pour laquelle je suis là ce soir. Pour relever le défi, les problèmes de personnes, de leadership et d'ego sont mis de côté pour la promotion de cette musique. Une promotion portée par l'un de ses chantres les plus aboutis, Naounou Poulin, soutenu par Trazobi, un mécène culturel. Ils ont fait de cet espace un lieu d'expression artistique. Ici, outre la musique tradie moderne, on est ouvert à tous les genres de musique live. Aujourd'hui, le bar Éclat est ouvert à tous nos artistes. Et pour prouver à nos fans, à nos populations que le tradit moderne désormais, on est unis et on est ensemble. De la musique à la culture, il n'y a qu'un pas. La réouverture de cet espace à la caution du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le bar Éclat fut un lieu mémorable pour la Côte d'Ivoire. Et on espère que la renaissance du bar Éclat contribuera au développement des arts traditionnels, de la musique tradie moderne, qui, il faut l'avouer, permet à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de montrer ce qu'il a de mieux en termes de tradition. Pour rappel, cela fait plus de 15 ans que cet espace a fermé. La réouverture de ce bar dancing tradie moderne sonne comme un moyen de promotion de la culture et de la renaissance de la musique du terroir. Et voilà, nous sommes maintenant avec notre invité. Quel commentaire après cet élément que nous venons de suivre? Ce sont des endroits chauds de Yopougon qui étaient fermés depuis plus de 10 ans. Au-delà de la manifestation festive, ce qu'on peut faire comme commentaire, c'est qu'il s'agit justement d'une revalorisation de la culture locale, la culture nationale. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, tous les peuples doivent se rencontrer dans un brassage. Il faut faire en sorte qu'on en sorte avec de la richesse. Le brassage doit être source de richesse. Et c'est donc une très très bonne chose. Et c'est justement pour parler de culture que vous êtes sur notre plateau, dans le cadre de Nidalé Festival. Mais avant, nous allons suivre cet élément qui montre les temps forts de la première édition à Mans. D'Abidjan, destination Mans. Distance en voiture, 563 km. Durée estimée à 6h46. Nous sommes dans la ville aux roches jumelles, la Dent de Mans, région constituée d'un ensemble de massifs montagneux, ce qui lui donne un aspect particulier et un climat doux. 350 000 habitants à Mans. Les Dents ou Yakouba sont le groupe ethnique autochtone dominant du territoire qui abrite également plusieurs populations ivoiriennes non autochtones ainsi que des étrangers d'origine africaine, en particulier des Guinéens, des Maliens et des Burkinabés.
C'est cette ville aux 18 montagnes qui était aux couleurs du Nidali. Festival de réjouissance. Au quartier Gbapleu, près de 200 visiteurs jour. Albert Mabry-Toiqueuse a vu loin en initiant ce festival qui vise à faire de la culture dans le socle du développement dans la région. Une vision partagée par le président de la République. En son nom, le samedi 9 décembre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce une bonne nouvelle. L'électrification de 252 localités dans la région du Tonkpi en 2018 et la construction d'un centre hospitalier régional à Mans. Sur place, c'est la joie. La fête commence, ambiance électrique. La culture dans toute sa dimension. Le Tonkpi Nidali Festival, une réussite surtout par la qualité et le nombre d'invités présents. Rendez-vous en 2018 pour magnifier encore la culture qui rime avec développement. Belle ambiance à Mans, mais Nidali Festival. Nidali, c'est en langue dan. Qu'est-ce que ça veut dire en français, Nidali? D'abord, quand on parle de dan, on parle en même temps de Yakuba et de Toura. Nidali signifie littéralement épanouissement de l'âme. Nous avons dénommé ce festival Nidali pour dire que le peuple dan aspire au bonheur. C'est donc l'expression d'une aspiration au bien. Et parmi les temps forts de ce festival à Mans, il y a eu l'ouverture du village communautaire appelé Nidali. Pourquoi un village communautaire? Le village est l'expression du rassemblement, c'est l'expression de la vie en communauté. Nous avons voulu créer ce site pour que toutes les activités puissent s'y dérouler. C'est ensemble, c'est dans le village qu'on rit ensemble, c'est dans le village qu'on supporte les épreuves. Nous avons voulu exprimer par là qu'en étant ensemble, nous pouvons arriver au bonheur. Nous allons visiter maintenant le riche patrimoine culturel et naturel de la région de Mans. Commençons déjà par les cascades naturelles. La réalisation, s'il vous plaît, les cascades naturelles, quelle est leur histoire? C'est un site naturel et en tant que tel, il ne s'agit pas donc de l'histoire, mais c'est un grand symbole de la région. C'est un grand symbole dans la mesure où il s'agit de l'eau qui jaillit des roches et qui tombe en cascade. Et en amont se trouve un village et l'eau part justement d'un bois sacré. L'eau qui vient depuis le Tonkpi, depuis le Tonkpi, parce que chez nous on dit le Tonkpi. Ton ça veut dire montagne, Pi ça veut dire grand. Donc il vient de la grande montagne et qui se déverse et qui crée donc une atmosphère très paisible. Et les autorités ont transformé ce lieu-là en un lieu de tourisme. Il y a aussi les ponts de liane, en image aussi maintenant. Oui, les ponts de liane. Oui. Les ponts de liane expriment justement la dextérité et la créativité du peuple dan. C'est un pont qui permet de franchir les obstacles naturels, notamment les fleuves, les rivières et surtout les vallées qui jalonnent toute cette région-là. La dent de Mans. Et la dent de Mans, comme son nom l'indique, c'était une montagne qui est en forme de dent humaine et qui surveille la ville de Mans. Le masque échassier, qu'on appelle en Yakuba Guéguin. C'est un masque long. Alors, à quel moment sort le masque échassier? C'est un masque qui a plusieurs fonctions. Il peut avoir une fonction de réjouissance, mais une fonction aussi de gardien de la tradition et qui a beaucoup de tout. Mais ces derniers temps, je pense que c'est un masque qui rassemble. Professeur, à Mans, il y a eu cette annonce faite par le Premier ministre le samedi 9 décembre dans la région du Tonkpi, l'électrification de 252 localités dans le Tonkpi en 2018 et la construction d'un centre hospitalier régional à Mans. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le fait que cette nouvelle arrive justement au moment où se tient le festival de la culture et des arts dan, le fait que cela coïncide ou arrive à propos est une très bonne chose. Et d'ailleurs, à Mans,
ça vient à propos dans la mesure où beaucoup de localités, même des sous-préfectures qui sont ouvertes, il n'y a pas d'électricité. Alors nous accueillons avec beaucoup de joie cette annonce-là et nous attendons son effectivité. Il y a eu aussi parmi les temps forts les alliances interethniques, il y a eu un forum économique. Pour terminer, professeur, à quand la prochaine édition? Le forum économique, le colloque, les alliances interethniques, tout cela a été voulu pour montrer aux jeunes générations la portée de ces alliances-là. Et nous voulons surtout que ça se répète. La pérennisation passe aussi par la fondation scientifique. C'est pour cela que le conseil régional a offert des bourses, donne des bourses à des étudiants en master et en doctorat. Professeur, nous avons beaucoup à dire sur ce festival, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur Lou Mathieu Bamba, commissaire général du Tonkpi Nidalé Festival qui vient de prendre fin à Mans. Merci. Merci à vous aussi, merci à la RTI et merci à toutes les personnalités qui ont bien voulu nous accompagner. Après-midi, direction le Libéria, où Joseph Boakai, vice-président du pays et candidat à l'élection présidentielle pour le parti au pouvoir, a demandé jeudi soir à la Cour suprême de repousser la date du second tour. Il estime que les listes électorales ne seront pas révisées pour le 26 décembre, date du scrutin. À quelques semaines du vote, les dernières stratégies se mettent en place. L'heure est donc au changement d'alliance, aux derniers arrangements sur place. Et voilà, ainsi s'achève ce 20h, supervisé par Adama Kone. Excellente soirée à tous.